nous avons voulu peut-être percutante, mais courte. Voilà, parce que, voilà. Alors, pour faire ce bilan du déroulement des audits et du lancement des EAD, l'intitulé était très grand. On n'avait pas beaucoup de choses pour parler du lancement des EAD, puisque quelques petites expériences sont remontées vers la CNIGAD uniquement. Donc, on ne peut pas avoir prétention de généralisation. Mais par contre, pour ce qui est du déroulement des audits, nous sommes partis à partir d'un document que l'ANI avait fait circuler, d'un document Excel, où nous étions tenus d'y porter, ou d'y apporter, ou d'y inscrire, chacun de son côté, les actions qui ont été réalisées à travers les dates. Bon, vous savez, je n'ai pas besoin de reprendre ce fichier Excel. Comme je n'ai pas besoin aussi de reprendre, parce que théoriquement on aurait pu le faire aussi, le canevas de la grille d'audit, ce qu'on appelait d'audit, la grille d'audit, parce que vous l'avez tous en tête avec ces différentes structures, l'identification d'établissement, les enseignements transversaux, les moyens municipaux, etc. Les formations. Donc tout ça, on va passer rapidement dessus. Et puis, oui, sans mes lunettes, c'est vrai, sans mes lunettes, je ne pourrais pas faire. Bien. Alors, voilà. Alors, c'est bon de connaître les chiffres. À mon avis, on a pensé que c'était bon de connaître les chiffres, les établissements universitaires que nous avions ciblés. En général, bon, en principe, nous avons été exhaustifs, c'est-à-dire que tous les établissements universitaires existants ont été ciblés par le programme d'audit et le calendrier d'audit. Donc, si je reprends le fichier Excel qui pour moi était exhaustif, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment par région centre-est et ouest, avec les totaux, et par type d'établissement ou la statut d'établissement, entre université, école et centre universitaire. Voici à peu près le tableau chiffré. Alors, c'est le centre évidemment avec ses 44 établissements, l'est ensuite avec ses 38, et puis l'ouest avec un tout petit peu moins, les 32 établissements. Ce qu'il faut noter, c'est que les effectifs en matière d'université et d'école, ce sont pratiquement des effectifs qui se... à peu près kiff-kiff, 51 et 53, on n'est pas un établissement on a très peu de centres universitaires. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a école et école, et il y a à mon avis université et université. Il y a des universités très très anciennes, et il y a des universités toutes nouvelles. Il y a des universités qui ont un poids, on va dire pédagogique important de par les effectifs d'enseignants et d'étudiants, très important, et on a des universités qui n'ont pas le même poids. C'est la même chose pour les écoles. Il y a des écoles qui sont très très anciennes et nous avons aussi des écoles qui sont de création récente. Là aussi, les effectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu réticents pour essayer de faire des moyennes et des calculs. Parce que pour pouvoir faire des moyennes représentatives, c'est encore moi ça. Pour faire des calculs de moyenne, il aurait fallu connaître le poids réel de chaque établissement. Donc là aussi, on va faire la passe sur ça. Il n'est pas toute question d'établir des moyennes, ni des écarts-types, ni des coefficients de variation, lorsqu'on ne connaît pas le poids de ce que représente chaque établissement. Mais en gros, on a 114 établissements. Ça veut dire qu'on s'est fixé l'objectif, les 114 établissements, oui. Alors, le déroulement. Alors, en matière de déroulement, d'abord l'implication des membres de la CNEAD. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que tout le monde s'est impliqué. Bon, c'est vrai que certains n'ont pas eu la chance de visiter beaucoup d'établissements, d'autres ont eu la chance de visiter beaucoup d'établissements. Je vais parler ça en termes de chance et d'opportunités. Alors, les périodes, on peut considérer que, même si on a été le 12, mais lorsque je vois là le tableau, il y a peut-être des renseignements qui ont été mal portés. Mais dans le tableau Excel, on peut aller du 14 décembre au 12 février, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 3 mois. Donc c'est une activité qui s'est déroulée pendant 3 mois. Nous vous donnons les détails par région. C'est peut-être Constantine qui a ouvert le feu parce que voilà, donc بدينا قبلهم بصح كملنا مع الاخرين
Bon, voilà, le centre, lui, a été plus court dans ses interventions, du 19 au 9. Alors, ensuite, en matière de mode d'intervention, je crois que le mode, voilà, pour parler en termes statistiques, ça a été le présentiel. Ça a été essentiellement des déplacements en présentiel et des visites en présentiel, avec tout ce que cela a supposé comme difficulté, comme problème, autour de mission vacances, etc. Alors, mais il y a eu également, je crois, des possibilités, dans quelques rares cas, je n'ai pas les statistiques, pourquoi? Parce que le fichier Excel n'a pas fait ressortir ça. Ce serait intéressant de revenir sur le fichier Excel et de redemander aux gens ce quel a été le mode qui a été utilisé pour la réalisation des entretiens. Mais je crois qu'il y a eu de l'hybride, et je suis sûr qu'il y a eu au moins à distance, puisque j'en faisais partie. J'ai fait partie d'un hybride et j'ai fait partie d'un à distance. Mais je pense que la grande majorité se sont déroulées en présentiel. Et je peux vous assurer qu'en matière de réunion à distance, on n'a pas eu de tracasserie d'ordre de mission, on n'a pas eu de tracasserie de voiture, on n'a pas eu de tracasserie de chauffeur, n'est-ce pas, madame? La seule difficulté qu'on a fait, c'est à l'électricité ou à la connexion troisième. Mais en tout cas, on était plus serein que lorsque nous avons effectué les déplacements, n'est-ce pas? Bien. Ensuite, les établissements, il se trouve que dans le fichier Excel, jusqu'à la date du 11 mars, c'est-à-dire 3 à 4 jours, n'étaient pas totalement renseignés. Nous avions à peu près 25 établissements universitaires pour lesquels nous n'avons pas d'informations. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Seuls les PV qui vont être centralisés nous permettront de dire qu'est-ce qui a été fait exactement. Donc à peu près 25 sur 114, c'est à peu près quand même un pourcentage important, c'est le 5e de l'effectif pour lequel le fichier Excel de synthèse, Ahmed, ne nous donne pas d'informations. Oui, mais je veux dire, puisque là, à partir du fichier Excel, nous n'avions pas tous les PV là, pour pouvoir travailler dessus. Mais ça veut dire quoi? Vous allez voir que dans notre conclusion, nous allons recommander de reprendre tous les PV pour faire une analyse exhaustive du travail qui a été fait. Il y en a plus que 5 qui ne sont pas renseignés sur le fichier Excel, du moins que nous avions. Parce que j'ai comparé le fichier que tu m'as envoyé, toi, hier, avec le fichier TAL11. Ils sont identiques. Donc, il n'y avait pas à partir du 11, il n'y avait pas de renseignement. Parfois, parce que ce qui était déclaré par la suite, parce que ça c'est du vécu, et ce qui a été rapporté dans un document de synthèse élaboré par CAI pour les 31 établissements que vous avez visités sur les 44, que parfois vous avez été obligé de faire plusieurs passages. Oui. D'accord. Non, mais je veux dire, le document que tu m'avais envoyé, que tu as partagé, Maïna, donc c'était cité que dans certains cas, vous avez été obligé de faire 2 passages. Moi, je sais qu'également au niveau de l'Est, dans certains cas, on a dû reporter les rendez-vous à plusieurs reprises et parfois même refaire des passages parce qu'il y avait une impréparation due essentiellement à ce qui a été signalé tout à l'heure, c'est que l'information n'a pas été diffusée, il n'a pas été partagée avec les concernés, avec ceux qui détenaient l'information pour préparer les chiffres, etc., etc. Ouais, bien. Voilà, c'est pour vous donner une idée du blanc qui domine dans le fichier Excel. Donc j'ai fait une petite capture d'écran, j'ai sélectionné les cellules qui étaient vides, j'ai fait mon fameux tri, et donc voilà ce qui apparaît. C'est uniquement pour illustrer la blancheur du fichier Excel sur lequel nous avons travaillé, voilà, vous avez compris. Alors, je vais au résultat obtenu, qui pouvait être exploité, parce que c'est uniquement 89 établissements, les chiffres que je vous donne là, ça concerne 89 établissements. Pour les autres, les cellules étaient vides, les cellules étaient blanches. Alors, le pourcentage d'implication qui était calculé dans la feuille va à peu près d'une valeur de 12 et quelques poussières, on va dire 12%, jusqu'à des valeurs de 100%. Effectivement, il y avait des établissements qui avaient plafonné à 100%, que ce n'était pas nombreux, mais il en existe. Pratiquement chaque région a son 100%. Chaque région a 100%. Un établissement ou 2 établissements qui atteignent 100%.
une moyenne pour la forme, bien que ça n'a pas vraiment une signification statistique, pour les 89 établissements, puisque nous n'avons pas pondéré en fonction du poids de l'établissement, qu'il y a 6 000 étudiants impliqués, qu'il y a 40 enseignants impliqués, qu'il y a mais ça nous donne un taux moyen de 77%, avec évidemment, comme vous pouvez le constater, une très très grande variabilité, parce qu'effectivement de 12 à 100, cela ne peut qu'engendrer un coefficient de variabilité extrêmement important. Alors, au niveau des décisions, parce que là aussi les cellules qui nous ont permis de relever ces valeurs-là, c'est sur 96 établissements sur les 114, et la décision finale fait que nous avons quelque chose comme ces chiffres. La plupart des établissements par région sont des établissements qui ont été déclarés prêts, avec de bons scores qui les passent dans le prêt. Alors lorsque je vois un chiffre pareil, l'optimisme revient en disant, punaise, si avec 72 établissements prêts, on ne peut pas entraîner les autres, et on ne peut pas parrainer les autres pour les faire avancer, c'est que vraiment, on n'a pas beaucoup de volonté. Donc, mais théoriquement, si nous avons 72 établissements prêts pour lesquels il y a déjà une bonne assise de travail, ça veut dire que les 11 et les 13, les 24, pourront facilement être entraînés et tirés vers le haut pour améliorer leur situation dans un délai d'une année qui serait un délai, à mon avis, raisonnable. Alors, si on peut étudier maintenant ces chiffres avec un détail sur les statuts des établissements, alors on a essayé de vous reporter ici, par exemple, pour le centre, sur les 30 établissements qui sont prêts, comment ils se décomposent. C'est-à-dire que sur les 30 établissements, nous avons 14 écoles, 13 universités et 3 centres universitaires. Alors vous avez compris que le jeu des couleurs a une signification. Le vert, ça veut dire que nous sommes dans le prêt, l'orange, nous sommes dans le modéré, et puis le rouge, nous sommes dans le non-prêt. Donc, alors, ce qui m'a choqué, ce qui m'a un peu frappé, moi, c'est que l'UFC se situe malheureusement dans la zone orange. Dire que l'UFC, pour moi, l'UFC, ce n'est pas uniquement une formation classique ou bien traditionnelle, c'est une formation continue, donc c'est ce qu'on appelait la formation tout le long du cycle de vie. Donc ça peut aller très très loin. Et par essence, c'est là où l'enseignement à distance aurait dû être le plus développé. Alors, j'ai supposé que je m'étais peut-être fait des idées, que j'étais optimiste par rapport à l'université, mais peut-être aussi il y a une régression. Parce que si je prends au niveau du centre, parmi les écoles qui se trouvent dans l'orange, il y a une école prestigieuse, très prestigieuse, qui m'a même formé à l'enseignement à distance dans le cadre d'un programme campus IDEA, l'ENS de Cuba. Et l'ENS de Cuba, j'ai été étonné de voir que l'ENS de Cuba se retrouvait dans les modérés. Alors que le capital, l'ENS de Cuba a été la motrice également de la formation à travers des PGS spécialisés. Et j'en ai fait partie. L'IDEA, le programme IDEA. Voilà. Et donc, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Et là, plus encore, c'est que dans le rouge, je trouve les écoles. Et j'ai toujours cru, et on m'a toujours fait croire, et mes collègues des grandes écoles m'ont toujours fait croire que vraiment les grandes écoles, c'est la crème. C'est la crème. Or, les écoles, les conditions d'accès, les moyens qui ont été mis, la publicité qui leur a été faite, n'est pas inscrit au niveau d'une école qui veut, etc., etc. Et nous avons tout de même 5 sur un total de 14, 5, 19, 5 sur 23 ou 24, c'est une proportion du moins pour le centre extrêmement importante. Donc, un important travail et ce qui se trouve que finalement, les 5 qui ne sont pas prêts pour le centre, c'est les écoles. Je ne retrouve ni les centres universitaires, ni les universités. Du moins pour les effectifs là de 96. Si on a, voilà ça, si vous voulez, notre analyse de ces chiffres-là. Alors, si je prends par exemple
au niveau de l'Est, une grande école. C'est une grande école, et une grande école qui n'a pas été créée le Baleh, à peu près 10 سنين. عندها 10 سنين. Là aussi, je retrouve une grande école. Et bon, il n'y a pas de centre universitaire à ce niveau-là. On ne retrouve pas. Mais en quoi, voilà à peu près ce que peuvent dire ces chiffres-là. Au niveau de l'Ouest, voilà également, on peut retrouver également ces chiffres-là, etc. Il y a quand même une université qui est en... Voilà. Alors, bon, c'est toutes les données de tout à l'heure qui sont regroupées au niveau d'un seul tableau. Alors, conclusion. D'abord, ce sont des conclusions qui n'ont pas valeur. On n'a pas la prétention à travers ces conclusions d'avoir tout vu. Et au contraire, ce sont des conclusions que nous vous livrons pour les enrichir. C'est la discussion entre les membres du CNEAD qui pourrait, si vous voulez, récuser une de ces conclusions ou alors apporter encore des compléments ou appuyer les conclusions que nous avons essayé d'énumérer. D'abord, en urgence, à notre avis, en urgence, il faut compléter l'état des audits. 25 établissements qui ne figurent pas dans le fichier Excel, ça pose un réel problème. Donc ça, on peut se donner un délai, je ne sais pas, où la décision peut être prise entre nous ici au niveau de la CNEAD, d'ici Ramadan, il ne faut pas que la première semaine de Ramadan, on puisse récupérer une base d'informations qui serait les copies à l'EPV, charger 2 ou 3 collègues du CNEAD et qui complètent l'information ou qui corrigent les informations qui ont été portées sur le fichier Excel. La saisie de données sur le fichier Excel que nous a transmis Abdelhani ne peut pas être exonérée de toute erreur de saisie. Il peut arriver que celui qui peut saisir, bon, là, moi par expérience, lorsque je saisis des informations sur un fichier Excel, il m'arrive, si je ne suis pas contrôlé par la suite, il m'arrive de faire des erreurs de saisie. Donc voilà. Donc seuls les PV pourraient nous aider. Il faut que l'on s'interroge davantage sur la place des écoles. La place des écoles qui, moi personnellement, cela m'a déçu. Bon, je ne sais pas pour faire de l'état d'âme, mais je ne m'attendais pas quand même à voir les écoles en régression. Y a-t-il de la réticence? Quel est le problème qui se pose au niveau des écoles compte tenu des moyens et des finances et des budgets qu'on leur accorde et du peu faible effectif qu'ils ont? C'est-à-dire plus gérable sur le plan de l'enseignement à distance. Donc, en principe, ils ont plus d'opportunités, plus de trucs pour aller beaucoup plus de l'avant en matière d'enseignement à distance. Là aussi, il faudrait qu'on revoie un peu la collecte de nos données dans les audits à venir. Comment récolter de manière encore plus rigoureuse les effectifs enseignants et les effectifs étudiants, comment pondérer les établissements pour pouvoir faire des calculs de moyenne intéressants, sinon cela n'a pas de sens. Alors, s'agit-il d'une erreur d'enregistrement de l'information? Mais cela a été écrit en latin, avec des caractères latins, n'existe pas. Alors la question que je me suis posée, est-il concevable qu'un établissement d'enseignement supérieur ne développe pas en son sein l'enseignement de la langue anglaise en tant qu'outil de communication? À moins que ce soit un établissement, on y a l'anglais, ce qui m'étonne. Donc pour moi, je ne sais pas si vous partagez notre inquiétude, notre préoccupation, est-il pensable? Ou alors, il y a un autre type de problème. C'est la conception, le concept lui-même d'enseignement transversal. Qu'est-ce qu'on entend par transversal? Si vous me permettez de vous livrer mon expérience, c'est que lorsque je discutais avec des collègues en matière d'enseignement transversal, et notamment ce qu'on disait de l'anglais, il y a des offres de formation qui ont conçu des enseignements d'anglais, non pas comme outil de communication, mais on nous a chanté la chanson d'un anglais spécifique. C'est comme si c'était un enseignement de lexicologie ou de terminologie d'anglais. Alors que nous, ce que nous devons viser au niveau des universités, c'est la maîtrise de la langue anglaise comme outil de communication. Que nos enseignants et que nos étudiants soient en mesure de lire correctement de la littérature anglaise, de produire de la littérature en anglais et de communiquer oralement
dans les congrès, les manifestations et les événements, en langue anglaise. Par exemple. Là aussi, le concept d'enseignement transversal. J'ai eu à constater personnellement, et puis j'ai partagé cette information-là avec d'autres collègues, je ne sais pas si elle a été générale, c'est que dans les offres de formation, encore une fois, cette définition d'enseignement transversal, parfois était à côté de la véritable définition telle que définie par le processus de Bologne pour le LMD. Parce que les matières transversales, découvertes, méthodologiques, fondamentales, c'est le LMD, c'est le processus de Bologne qui les a définis. Et donc ils ont une définition bien précise. Or, il m'a été donné de constater que parfois il ne s'agit pas d'un enseignement transversal. C'est un transversal interne, propre à l'établissement. La transversalité, bon, voilà. Donc, nécessité d'une évaluation. Alors là, ce n'est pas fait, on n'a pas encore les moyens aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc, il faut qu'on se penche sur l'évaluation des enseignements à distance de matières transversales qui ont été lancés. Donc, il faudrait qu'au niveau de notre commission, on se définisse un deadline, une date pour dire qu'à partir de telle date, on va essayer de récolter des informations pour qu'à partir de telle date, on puisse analyser ces informations-là et faire un rapport sur les lancements et les heures. Et enfin, je crois qu'il faut, ça aussi, priorité à l'enseignement de l'anglais en tant qu'outil de communication, qu'on arrête de nous bassiner avec. Nous faisons de l'anglais, mais c'est notre anglais propre. Hein. Polytech, il y a des procédés, qui caisse. Donc, comment peut-on désigner l'Erlen en français par le mot Erlen en anglais? Et bien là, voilà, non, c'est vrai, beaucoup de mots techniques n'ont pas de nationalité. Dans toutes les disciplines, mais vous allez, y compris chez les médecins, et ben, il y a beaucoup de mots anglais sont rentrés dans la littérature française de base. Voilà, et je vous remercie.